En 1976, les Soviétiques surprennent les pays occidentaux en dévoilant un nouveau chasseur conçu pour leur marine, capable de décoller et de se poser verticalement. Le seul autre appareil au monde offrant les mêmes capacités est le Harrier Jump Jet britannique. Le Yak-38 et son confrère anglais sont les seuls représentants d'un type d'avion bien particulier. En 1954, les journaux anglais font découvrir au public une étrange machine qui ressemble à un liquage volant. Il s'agit du premier prototype d'une longue lignée d'avions à décollage vertical. Dans l'organigramme Rolls-Royce, un certain Alan Griffiths occupait le poste de chef des services de recherche. Il avait réussi à convaincre les pontes de Derby et aussi du ministère de la Défense de soutenir un projet de recherche sur le décollage vertical, le contrôle par réaction et le contrôle aérodynamique en faisant construire une sorte de portique surnommé le banc d'essai de gestion de la poussée, mais qu'en fait tout le monde appelait, et c'est resté à jamais, le liquage volant. Le terme banc d'essai de gestion de la poussée a sans doute été utilisé par le bureau d'études pour semer la confusion au sein des services comptables qui approuvent ou refusent les budgets. Toujours est-il que l'étrange assemblage squelettique de moteurs et de tubes métalliques sort des usines Rolls-Royce en 1953. Malgré les apparences, le liquage volant est une machine relativement simple. Une structure métallique pourvue de 2 moteurs Rolls-Royce nénés montés dos à dos. Les gaz d'éjection d'un des moteurs sont déviés à 90 degrés juste sous le centre de gravité. Ceux de l'autre moteur sont divisés et dirigés vers 2 tubes de chaque côté du centre de gravité. Cette configuration garantit qu'en cas de panne de l'un des moteurs, le liquage descendra à la verticale. Le pilote est assis sur l'appareil comme sur un cheval. Le pilote d'essai de chez Rolls-Royce, A.J. Hayworth, est un des rares à dominer cette monture. To give us his impressions of flying the machine, here is Mr. A.J. Hayworth, Chief Test Pilot of Rolls-Royce Limited. It's really a very easy machine to fly once you acquire the knack. It's rather like learning to ride a bicycle. Aujourd'hui, A.J. Hayworth vit dans le Derbyshire en Angleterre. Plus de 40 ans ont passé, mais il se souvient parfaitement du jour où on lui a demandé d'essayer le liquage volant. La réaction naturelle pour n'importe qui à l'époque était d'aller tâter la machine et de voir à quoi elle ressemblait, ce qu'on pouvait en tirer. Il était très difficile de contrôler l'altitude. C'était vraiment un gros problème, parce que la commande des gaz du moteur néné était un peu paresseuse. C'était un moteur à compresseur centrifuge, et à cette époque, il était lent à la détente, surtout face aux besoins de réponse immédiate indispensables pour contrôler l'altitude. Il fallait pas mal de temps pour s'habituer, mais une fois qu'on avait compris le truc, c'était facile. Le temps de réponse s'améliore à mesure que le carburant est consommé et que l'appareil s'allège. L'assemblage complet pèse environ 3 tonnes à vide et 3 tonnes 750 avec son pilote et 10 minutes de carburant. À l'époque des premiers vols du liquage, l'hélicoptère arrive à maturité. Pour les pilotes d'essai comme A.J. Hayworth, le vol sustenté est une expérience toute nouvelle. Je n'avais pas encore piloté d'hélicoptère quand j'ai pris les commandes du liquage. Je ne savais pas s'il y avait une grande différence. Tout ce que je peux dire, c'est que quand je me suis mis à l'hélicoptère, ça a été plus difficile que d'apprendre à contrôler le liquage. Après 3 heures de vol, le liquage est transporté au centre d'essai en vol de Farnborough pour quelques modifications. La nouvelle version est très instable en roulis et finit par provoquer un accident mortel. Pourtant, malgré ce drame, le programme d'essai en vol révolutionnaire est un succès. Et pour les pilotes, c'est une machine qu'on n'oublie pas. Le liquage était en lui-même assez exceptionnel.
Comparé à d'autres avions, c'était une expérience très différente. Il était unique en son genre et n'avait pas d'équivalent au monde. C'est un privilège d'avoir participé à ce programme. Pendant que le Lycage continue ses essais dans le Derbyshire, le docteur Alan Griffiths met au point un moteur spécial destiné tout particulièrement à la sustentation. Le ministère de l'Équipement britannique lance alors un appel d'offres pour l'étude d'un avion muni de ce moteur et capable de voler verticalement. Le contrat est remporté par la firme aéronautique Short Brothers de Belfast. L'appareil est dénommé SC-1. Le SC-1 a été le premier avion de recherche décollant verticalement à plat, et non pas le nez en l'air, en mettant en application le principe des moteurs séparés pour la sustentation et le vol horizontal. En théorie, les premiers pouvaient être coupés quand la portance des ailes devenait suffisante, et les seconds ne contribuaient pas à la sustentation. On décollait grâce à la poussée des 4 moteurs de sustentation, et on les mettait également en marche pour décélérer avant de se poser. 2 SC-1 sont construits. Le premier est uniquement équipé de son moteur de propulsion. Les ingénieurs du bureau d'études veulent d'abord faire voler le SC-1 normalement avant de se lancer dans les vols verticaux. Début 1957, le premier prototype est envoyé au centre d'essai en vol de Boscombe Down dans le sud de l'Angleterre. Le 2 avril, le pilote d'essai Tom Brooke-Smith s'installe dans l'habitacle du SC-1 pour la première fois. Il vient de terminer une formation rapide sur hélicoptère et a aussi piloté le Lycage. Avec son seul moteur de propulsion horizontale, l'avion piloté par Smith s'élève dans le ciel. Ce premier vol conventionnel se passe sans encombre. Un petit parachute de queue aide au freinage lors de l'atterrissage. Jusqu'à la fin de l'été 1957, le premier SC-1 opérera de Boscombe Down pour la suite de la série d'essais. Pendant ce temps, à Belfast, le second SC-1 reçoit ses 4 moteurs de sustentation. Les essais de rodage de ceux-ci sont effectués sur une grande plateforme surélevée. Elle est constituée d'une grille ouverte, conçue pour empêcher la recirculation des gaz d'éjection brûlants dans les moteurs. Un grillage métallique est monté devant l'entrée d'air pour empêcher l'ingestion de débris. Les 4 moteurs de sustentation RB108 fournissent une poussée verticale globale de 4 tonnes 3. À pleine charge, l'avion pèse tout juste un peu plus de 4 tonnes. Mathématiquement, les concepteurs du SC-1 savent donc que l'appareil peut voler en sustentation. Mais restera-t-il stable ? Le 23 mai 1958, le SC-1 effectue son premier vol sustenté retenu par des filins. L'avion se comporte sainement et pendant les 5 mois suivants, les pilotes d'essai travaillent à perfectionner la difficile maîtrise du vol stationnaire. À l'automne 1958, le SC-1 est prêt à s'évader de sa plateforme. Le premier vol stationnaire a lieu le 25 octobre. Tom Brooke-Smith est aux commandes. En 1959, une série de vols est organisée pour approcher la délicate manœuvre de transition entre le vol vertical et le vol horizontal avec les 2 appareils. Le premier SC-1, qui n'a toujours que son seul moteur de propulsion, est testé en vol horizontal à des vitesses de plus en plus lentes, tandis que le second est essayé à des vitesses de plus en plus élevées. Dès que le premier avion réussit à ralentir jusqu'à 75 nœuds, soit 138 km/h, alors que le second est à 80 nœuds, ou 148 km/h, le pilote d'essai Tom Brooke-Smith sait qu'il peut maintenant tenter d'effectuer sa première manœuvre de transition. Elle a lieu le 6 avril 1960.
Au cours de l'été, le premier SC-1 reçoit ses moteurs de sustentation. Il rejoint ensuite son frère jumeau au Royal Aircraft Establishment à Bedford. L'appareil effectue sa première apparition publique remarquée au salon de Farnborough en septembre 1960. Le Short SC-1 est un avion de recherche réussi, largement en avance sur son temps dans bien des domaines. Il dispose d'un système de stabilisation automatique très élaboré. Le dispositif donne aux pilotes plusieurs niveaux de contrôle, automatique, semi-automatique et manuel. Un système triplex redondant de stabilisateur automatique est ajouté pour plus de sécurité. En 1961, le second SC-1 est doté d'un stabilisateur encore amélioré qui permet de compenser les effets des rafales de vent. Ce système extrêmement moderne est conçu en principe pour rendre le pilotage plus facile, mais il s'avère en fait un véritable talon d'Achille. Le pilote d'essai John Farley a piloté le SC-1. Dans les années 60, les systèmes automatiques étaient totalement révolutionnaires, très peu fiables, très onéreux, très lourds. Ils posaient toutes sortes de problèmes pratiques. Tout le monde avait des problèmes avec les automatismes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas la réponse aux besoins de notre monde moderne. Mais à l'époque, ça ne marchait pas du tout. Le SC-1 avait un comportement en vol magnifique. Et s'il était agréable à piloter, c'est aussi parce qu'il était bourré de systèmes automatiques. Mais je n'étais pas pour autant très heureux à bord de cet avion parce que je me demandais toujours si ces systèmes n'allaient pas tomber en panne. Et d'ailleurs, ils ont effectivement lâché avec un autre pilote qui en est mort. Il faut bien comprendre qu'il y a deux façons de faire les choses. Très simple ou très compliqué. Quand c'est compliqué, on dispose bien évidemment de plus de moyens dès lors que les systèmes sont fiables. Regardez par exemple tous les objets domestiques compliqués d'aujourd'hui qui marchent parfaitement. Et regardez les machines compliquées qu'on avait dans les années 60 et qui ne marchaient jamais. Vous voyez où je veux en venir. La technologie n'était pas prête à être utilisée. L'automation n'était pas encore au point dans les années 60. Le programme SC-1 accumule les expériences. Ces systèmes complexes permettent aux ingénieurs et aux pilotes d'essai de maîtriser tous les pièges du délicat processus du vol vertical. Bien que le programme ait été entaché d'un accident mortel en 1963, le résultat des recherches est fructueux. À ce moment, le gouvernement britannique se désintéresse du projet et aucun autre appareil n'est commandé. Le SC-1 est abandonné en Angleterre. Mais de l'autre côté de la Manche, le principe est appliqué sous une forme beaucoup plus aérodynamique. La plus aboutie des applications du moteur Rolls-Royce de sustentation a vu le jour en France avec le Mirage 3V de Dassault, un avion à voilure Delta, muni de deux groupes de 4 moteurs de sustentation placés de chaque côté du centre de gravité et d'un moteur classique de propulsion. Le conduit d'alimentation d'air de celui-ci passe entre les moteurs de sustentation et il est doté d'une post-combustion. Le Mirage 3V a d'ailleurs été le seul avion à décollage vertical à atteindre Mach 2 en vol normal. Le programme Mirage 3V est lancé pour répondre à une demande de l'OTAN qui recherche un chasseur supersonique à décollage vertical. Avant d'entamer la fabrication de l'appareil, Dassault construit un prototype surnommé Balzac. Sa cellule est un des prototypes du Mirage modifié pour recevoir 8 moteurs de sustentation dans le fuselage. Mais 8 moteurs supplémentaires, c'est aussi 8 chances de plus de tomber en panne. Chez Dassault, on est conscient du problème. Le Mirage 3V disposait d'un système de contrôle à réaction par air prélevé, donc si un des moteurs de sustentation tombait en panne en vol stationnaire, on pouvait tout juste se sortir, avec la masse à l'atterrissage, du déséquilibre causé par un moteur qui ne poussait pas grâce à l'autre moteur à l'opposé du centre de gravité. Mais à pleine charge, au décollage, on ne pouvait pas rétablir l'équilibre. Si un des moteurs externes s'arrêtait, il fallait réduire les gaz sur ces moteurs. D'ailleurs, les moteurs de sustentation du Balzac et du Mirage
avait une poussée augmentée de 7%. Donc, si le pilote avait une panne de moteur de sustentation, il pouvait attraper la manette des gaz collectifs et donner un peu plus de puissance et un peu plus d'air au système de contrôle à réaction pour rétablir l'équilibre de l'appareil. Le Balzac effectue son premier vol sustenté, retenu par des filins, le 12 octobre 1962. Seulement 6 jours plus tard, il se lance dans son premier vol sustenté libre. Les pilotes d'essai de Dassault continuent de faire voler l'avion pendant 1 an sans le moindre problème. Puis les ennuis commencent. En janvier 1964, le Balzac s'écrase, tuant son pilote. Pendant l'été, l'avion est reconstruit. Mais lors d'un nouveau vol d'essai en septembre, l'appareil est la cause d'un second accident mortel. Malgré tout, le programme du Mirage 3V se poursuit. À la différence de ses prédécesseurs, le Mirage 3V est construit pour aller vite. Un puissant réacteur Snecma TF104 double flux fournit pas moins de 10 tonnes de poussée. Mais bien que l'appareil soit capable de dépasser Mach 2, ses 8 moteurs de sustentation se transforment en poids mort pendant les vols horizontaux. Ce handicap de poids, qui réduit à la fois l'autonomie et la charge embarquée de 50%, sera finalement jugé inacceptable. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Pendant que les Français utilisent la technologie des moteurs de sustentation pour des chasseurs supersoniques, les Américains la destinent à des applications bien différentes. La NASA signe un contrat avec Bell Aerosystems pour la construction d'un assemblage tubulaire destiné à simuler un alunissage. Ainsi apparaît le LLTV, véhicule d'entraînement à l'alunissage. Pour reproduire la force d'attraction lunaire, les 5/6 du poids de la machine sont supportés par un gros moteur monté sur cardan. Le reste de la masse, 1/6 du poids total, le poids de l'engin sur la Lune, est maintenu par des moteurs fusées fonctionnant par à-coups, contrôlés par le pilote. D'autres moteurs fusées sont utilisés pour contrôler la profondeur, la direction et le roulis. Comme toutes les machines de recherche, le LLTV connaît quelques problèmes. Heureusement, il est équipé d'un siège éjectable efficace. Les 2 premières machines de simulation lunaire volent entre 1962 et 1964. Bell construit ensuite 3 versions améliorées qui seront utilisées par les astronautes pendant toute la durée du programme Apollo. En 1969, le module d'excursion lunaire, le LEM, est utilisé pour poser des hommes sur la surface de la Lune. Auparavant, les LLTV ont servi à préparer les astronautes à ce grand événement. Le LLTV de la NASA n'est cependant pas un véritable avion car il n'est pas aérodynamique. Au même moment, une structure expérimentale un peu similaire est essayée en Allemagne. Elle doit servir à la mise au point d'un chasseur à décollage et atterrissage vertical conçu autour de la technologie D-188 mise au point par Bell en 1959. Il avait un fuselage effilé très élégant avec une voilure dotée de 2 nacelles aux extrémités, chacune pourvue de 2 moteurs. Et sur le second modèle, ces moteurs étaient équipés de post-combustion. Le VJ-101 est un avion de combat monoplace qui rappelle un peu le F-104 Starfighter. Il a sensiblement les mêmes dimensions, le même poids et la même hauteur que l'appareil américain. Mais les similitudes s'arrêtent là.
Les nacelles en bout d'aile peuvent pivoter pour passer de la position horizontale à la position verticale. Deux moteurs supplémentaires de sustentation noyés dans le fuselage, juste derrière l'habitacle, fournissent uniquement une poussée verticale et sont coupés pendant le vol horizontal. Le VJ-101 est essentiellement construit sous l'égide d'un consortium allemand. Mais la firme britannique Rolls-Royce joue un rôle capital dans son développement. Elle apporte la technologie des moteurs de sustentation, de même que le développement et les essais des éléments spécifiques de l'appareil, les nacelles pivotantes. Le VJ-101 effectue un premier vol sustenté en avril 1963 aux mains du pilote américain George Bright. Celui-ci est chargé de la majeure partie des vols préliminaires, puis de la délicate phase transitoire entre la sustentation et le vol horizontal. Au cours d'une série de vols d'essai, il amène doucement les énormes nacelles en position avant. Puis, le 8 octobre 1963, il tente le premier verticircuit. Il décolle verticalement, amène en douceur l'avion en vol aérodynamique, puis revient en sustentation et pose l'appareil verticalement. En mai de l'année suivante, Bright répète la manœuvre devant le public au salon aéronautique de Hanovre. Comme tous les avions à décollage et atterrissage vertical, le VJ-101 procure quelques sensations fortes. Mais comble de l'ironie, c'est au cours d'un vol conventionnel que se produit un grave accident. Ils ont perdu le premier prototype dans un accident lors d'un décollage normal, un exemple classique de la loi de Murphy. Un gyroscope du système de stabilisation automatique avait été branché à l'envers. Dès que l'avion a décollé, il s'est mis en roulis. Le pilote a attendu 2 tonneaux complets pour s'éjecter de l'appareil qui, bien sûr, était perdu. L'accident n'est pas dû à un défaut de conception, et le programme continue comme prévu. Peu de temps après, le second prototype prend l'air. Il est beaucoup plus rapide que son frère jumeau, un gain de vitesse obtenu grâce à l'adjonction de la post-combustion sur les 4 réacteurs Rolls-Royce RB145 montés au bout des ailes. 2 moteurs de sustentation supplémentaires Rolls-Royce ont été installés dans le fuselage. Ce prototype effectue sa première sustentation le 19 juin 1965. À peine 4 mois plus tard, c'est sa première transition post-combustion en marche. Dès qu'il atteint une vitesse horizontale suffisante, les 2 moteurs de sustentation du fuselage sont coupés. Ces réacteurs inanimés sont maintenant un poids mort. Mais avec les 4 moteurs des nacelles d'aile, l'avion dispose encore des 2 tiers de sa puissance moteur pour les manœuvres et le vol à grande vitesse. Cette configuration permet à l'avion d'embarquer une charge de 2,5 tonnes. La sustentation avec post-combustion est assourdissante pour toute personne au sol. De plus, en approche, l'énorme souffle de ces 4 moteurs endommage souvent la surface d'atterrissage. Mais le programme VJ-101 est un véritable succès. Le bureau d'études a atteint son but, la construction d'un chasseur à décollage et atterrissage vertical supersonique. Le consortium allemand qui a construit le VJ-101 participe également à plusieurs autres projets, y compris à une autre version de l'avion comportant 5 moteurs de sustentation. Cette trop grande dispersion qui vient s'ajouter au scepticisme général concernant la technologie Vestol va définitivement sceller le sort du VJ-101. La Luftwaffe, qui soutenait le développement du programme, s'est retirée et a laissé Messerschmitt-Bölkow-Blohm avec leur appareil de recherche. Le gouvernement fédéral a continué de le financer pendant 1 an ou 2, puis a coupé les fonds. Aux États-Unis, la firme Lockheed Aircraft expérimente un procédé plus complexe de sustentation verticale. Au lieu d'utiliser la poussée des réacteurs directement,
les ingénieurs de Lockheed utilisent ce qu'on appelle la poussée induite. Le procédé qu'ils avaient mis au point était un système de circulation d'air sous forme d'une petite boîte sur laquelle reposait le fuselage de l'avion. Les moteurs étaient deux J-85 noyés ici. Les gaz des moteurs étaient déviés vers un conduit au milieu de l'avion, ou plus exactement deux conduits. Si je vous dessine une section du fuselage, ici, il canalisait les gaz d'échappement des moteurs le long de ces tuyaux vers une sorte de venturi. Les flux des moteurs étaient supposés, et ça marchait, induire une inspiration de l'air dans les venturis et ainsi augmenter la poussée en donnant plus de puissance verticale qu'il n'en sortait des moteurs. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est efficace. Et c'est un phénomène bien connu de l'aérodynamique des réacteurs. C'est pour ça qu'en s'éjectant dans l'atmosphère, le volume des gaz d'échappement d'un réacteur augmente, parce que le bord du flux aspire l'air environnant, donc celui-ci est entraîné et ralenti à mesure qu'il sort de la tuyère. Lockheed propose sa machine pour les missions de surveillance du champ de bataille et l'acquisition de cibles. L'US Army signe un contrat avec la firme pour la construction de 2 appareils. Le programme reçoit la désignation militaire XV-4A, mais la machine est surtout connue sous le nom de Hummingbird, l'oiseau-mouche. Après les essais du nouveau système de sustentation, le Hummingbird est retenu au sol pour des raisons de sécurité. Le système de contrôle d'attitude à réaction est relativement simple. De l'air est prélevé des compresseurs et dirigé vers des éjecteurs dans le nez, la queue et les extrémités des ailes. Le pilote contrôle la stabilité avec les mêmes commandes que pour le vol horizontal. Les ingénieurs de chez Lockheed cherchent d'abord à maîtriser le système de contrôle à réaction, puis libèrent enfin le Hummingbird. Mais par précaution, ils attachent une boule de plomb de 150 kg sous l'avion pour lui éviter de trop s'éloigner du sol. Enfin, l'avion est libéré de son boulet et de ses chaînes pour voler librement en sustentation. Pour réussir l'examen final, le pilote d'essai doit effectuer un vol en sustentation en suivant un grand X rouge peint sur la piste. Le Hummingbird effectue son vol en sustentation avec le nez pointé vers le haut. Les éjecteurs de poussée du fuselage sont orientés à 13 degrés vers l'arrière. Afin de passer en vol aérodynamique, c'est-à-dire soutenu par la portance des ailes, le pilote baisse le nez de 10 degrés vers le sol. Les éjecteurs sont maintenant pointés à 20 degrés vers l'arrière, ce qui provoque une accélération vers l'avant de l'avion. À 70 nœuds ou 130 km/h, le pilote bascule l'appareil à 30 degrés vers le haut et fait passer les gaz d'éjection d'un des moteurs du mode sustentation au mode propulsion. Les gaz sont maintenant dirigés vers l'arrière, les trappes du fuselage sont fermées et l'avion vole. Le premier vol conventionnel a lieu le 7 juillet 1962. Puis, un problème surgit au cours d'une approche d'atterrissage au centre d'essai en vol de Lockheed. Au moment de se poser, le pilote est incapable de contrôler l'appareil en roulis. Il réussit tant bien que mal à l'empêcher de capoter et se pose comme il peut aux dépens des trains d'atterrissage. Les décélérations en vue d'une transition sont effectuées à une altitude de sécurité. La redistribution de la poussée d'un des moteurs crée un problème de symétrie et l'avion s'incline de 5 degrés vers la droite. Deux Hummingbirds sont construits. Ils sont présentés ensemble devant les pompes de l'US Army à Fort Benning, en Géorgie.
Les officiers de l'armée de terre sont impressionnés par l'appareil qui leur semble idéal pour les opérations aériennes près du champ de bataille. Mais en 1964, le programme subit quelques revers. Pour un pilote, la transition entre sustentation et vol normal est une tâche délicate. Et bien que celle-ci s'effectue sans problème sous le soleil radieux de Géorgie, aucun pilote n'aimerait entreprendre une manœuvre aussi délicate au-dessus d'un champ de bataille ou par mauvais temps. Il devient également clair que le système complexe de poussée induite ne répond pas à tous les espoirs qu'on avait mis en lui. Ils recherchaient un coefficient d'augmentation de poussée. La force de poussée combinée du flux primaire et du flux secondaire était de 40% supérieure à la poussée fournie par la puissance directe des gaz des réacteurs. Ça valait donc le coup d'essayer, peut-être jusqu'à un coefficient de 1,5. Mais je sais qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Le Hummingbird a toujours souffert du fait que son coefficient d'augmentation était insuffisant. Je pense que le XV4A a révélé que la poussée induite était une affaire risquée. Et on a pu le vérifier 10 ans et quelques plus tard avec d'autres configurations qui furent proposées aux militaires américains. Et quand on parvenait au bon coefficient d'augmentation, l'avion avait du mal à dépasser les 350 nœuds, 650 km/h, parce que le fuselage devenait très encombrant avec des conduits internes multiples au cas où l'un des moteurs tomberait en panne. Ces machines ont certes largement contribué à la recherche, mais elles n'avaient pas beaucoup d'avenir comme avions militaires opérationnels. En 1964, les réacteurs de sustentation sont beaucoup plus légers et beaucoup plus puissants que 4 ans auparavant. Grâce à ces progrès, le programme Hummingbird peut repartir sur de nouvelles bases. Lockheed Georgia a demandé l'aide de l'Air Force, et l'Air Force les a appuyés, mais pour un avion à moteur de sustentation. Et en fait, ils ont pris un des deux prototypes, celui qui restait. Ils en avaient perdu un dans un accident. Et à la place de l'énorme place réservée à la chambre de mélange au milieu de l'appareil, ils ont installé 4 réacteurs J-85 de sustentation. Ils ont aussi utilisé des J-85 comme moteur de propulsion, avec une boîte de dérivation entre le moteur et la tuyère d'éjection. En fait, l'avion était une version un peu plus grosse du Short SC1. Le XV-4B sort des ateliers le 4 juin 1968. Il est baptisé Hummingbird 2. L'expérience a montré que les sièges éjectables sont des éléments indispensables de tout avion expérimental à décollage et atterrissage vertical. 2 sièges éjectables Douglas sont donc là pour qu'en dernier recours, les 2 membres d'équipage puissent décoller verticalement à leur façon. En pleine guerre du Vietnam, le budget de l'armée de l'air américaine est limité et un seul des 2 Hummingbird prévus est construit. Avant de le faire voler avec les moteurs de sustentation, l'avion subit une série d'essais statiques pour analyser le fonctionnement du système de contrôle à réaction. Les performances des 6 réacteurs sont mesurées en position vol sustenté. Mais le Hummingbird 2 ne volera jamais en sustentation. Les pilotes d'essai sont à peine parvenus à faire décoller la machine en mode normal quand il s'écrase en mars 1969. Aucun des programmes Lockheed n'a jamais eu assez de temps ni de financement pour résoudre les problèmes, et chaque tentative de vol vertical a été une occasion de frôler le danger de près. L'aventure des Hummingbird est on ne peut mieux résumée par la phrase d'un de ses pilotes d'essai. « Je suis reconnaissant d'avoir vécu une telle expérience et heureux d'y avoir survécu. » Pendant que les bureaux d'études des firmes européennes et américaines rivalisent âprement pour sortir un chasseur à décollage vertical efficace, les ingénieurs soviétiques construisent tranquillement le leur. Au cours des années 60, l'Union soviétique décide de renforcer considérablement ses forces navales.
L'amiral Gorshkov demande un chasseur aéronaval à décollage vertical et un navire pour l'accueillir. Les stratèges occidentaux s'inquiètent de la montée en puissance de la marine soviétique. Depuis le début des années 60, elle a rapidement développé son arsenal de navires de guerre et de sous-marins. Au début des années 70, la puissance navale soviétique est en mesure de défier la flotte américaine, en particulier dans les eaux d'importance stratégique de la Méditerranée. Les états-majors des marines occidentales redoutent cette expansion, mais ils se rassurent en constatant que les soviétiques n'ont pas de porte-avions. Or, la situation est sur le point de changer. Le 18 juillet 1976, le Kiev fait sa première apparition publique mondiale. Bien que le bâtiment soit en mesure d'accueillir une vingtaine d'avions, les Russes ne le présentent pas comme un porte-avions. Ils le présentent plutôt comme un croiseur d'interception de sous-marins. Ceci pour détourner une des dispositions de la Convention de Montréal de 1936 interdisant le passage de tout porte-avions par le Bosphore. Le gouvernement turc ne réagit pas et le premier porte-avions soviétique croise donc impunément en Méditerranée. Du jour où le Kiev est sorti de son chantier naval, il a été suivi par les satellites espions et les avions patrouilleurs occidentaux. Les analystes militaires déduisent rapidement que le Kiev, comparé au porte-avions américain, est un petit bâtiment. Il ne mesure en effet que 275 mètres de long, beaucoup moins que les gigantesques porte-avions américains de la classe Nimitz. Mais ce qui intéresse surtout les observateurs occidentaux n'est pas le bâtiment lui-même, mais ce qu'il transporte. On voit en effet des chasseurs qui jaillissent vers le ciel depuis le pont du navire et les services de l'OTAN les baptisent les Forgers, les faussaires. Des photos de l'appareil sont transmises au personnel des services de renseignement des pays membres de l'OTAN. Le docteur John Fossard est un des premiers à pouvoir examiner ces photos. J'ai été convoqué au service de renseignement technique du ministère de la Défense à Londres à cause de mes antécédents dans la mise au point du Harrier et dans cette branche de l'aviation. J'ai participé à des réunions avec leurs soi-disant experts pour analyser la configuration de l'appareil. L'avion utilisait à la fois des moteurs de sustentation et des moteurs de propulsion. Mais au lieu d'un conduit avec un orifice à l'arrière, ils avaient divisé la tuyère en une paire d'éjecteurs pivotants. Ça passait sous les ailes et ça marchait très bien. Le centre de gravité de l'appareil devait se trouver environ au niveau de l'aile, donc on ne pouvait pas l'équilibrer avec le seul souffle du moteur de propulsion à l'arrière. C'est pourquoi ils avaient ajouté 2 réacteurs de sustentation juste derrière le cockpit, comme ça. Le programme Yak-38 a en fait démarré en 1967. Le comité central soviétique et le conseil des ministres émettent alors une fiche de programme pour un chasseur Vostol destiné à la marine. Au début, le bureau d'études Yakovlev veut construire un avion proche du Harrier Jump Jet britannique. Mais n'ayant pas de moteur adéquat, le bureau d'études décide de se rabattre sur une machine utilisant les technologies disponibles. La première manœuvre de transition du vol sustenté au vol aérodynamique a lieu le 20 mars 1972. Cette même année, Yakovlev achève le programme d'essai et remet l'appareil à l'Institut de recherche gouvernemental pour les essais d'acceptation. Pendant cette phase, plusieurs modifications sont demandées. Le train d'atterrissage est élargi et l'habitacle agrandi pour améliorer la visibilité du pilote. Les entrées d'air reçoivent des trappes supplémentaires, comme celle du Harrier. Ces ouvertures permettent de réduire l'effet d'aspiration des entrées d'air en laissant un plus large passage pour alimenter le réacteur à basse vitesse. Avant d'être embarqué sur le Kiev, le Forger termine ses essais de vol sustenté sur une plateforme mobile pour hélicoptère. Le Yak-38 est conçu pour embarquer plusieurs types d'armements qui vont de la roquette non guidée au missile RR Atoll. C'est précisément ces armements que redoutent les experts militaires occidentaux. Ces types des services de renseignement technique, à Londres, avaient fait toutes sortes de calculs savants et avaient décidé que l'appareil était un redoutable adversaire. Il ne faut pas oublier que le réacteur de propulsion était un jet simple, pas un double flux, non pourvu de post-combustion.
Et ces soi-disant experts m'affirmaient que l'avion pouvait atteindre Mach 1,3. Je n'ai jamais entendu autant de bêtises de ma vie. C'est évident. On ne peut pas être supersonique sans post-combustion avec un avion normal. Alors avec celui-là, on a dit aussi qu'il pouvait faire des décollages courts, et je n'y ai pas cru. Ça crève les yeux. On se rend tout de suite compte qu'il n'y a aucune possibilité de décollage court avec ça. C'est vrai, imaginez que vous êtes assis dans votre Forger, à l'arrière du pont d'un bâtiment russe. Vous avez 3 manettes des gaz dans la main gauche, vous avez un moteur de propulsion et 2 moteurs de sustentation et vous savez que vous devez accélérer sur le pont pour faire un décollage court, pour obtenir un flux d'air suffisant sur les profils d'ailes et générer de la portance. Donc ces tuyères sont dirigées vers l'arrière et si vous poussez les gaz ensemble, il n'y a rien qui pousse vers le bas à l'arrière de l'avion, puisque celle-ci souffle horizontalement, et rien pour empêcher les moteurs de sustentation de faire basculer l'avion sur le dos. D'autre part, si vous réussissez à avancer jusqu'à l'avant du navire, il faut basculer les tuyères des moteurs de sustentation aussi vite que possible, de l'horizontale à environ 50-60 degrés. Et si votre synchronisation n'est pas parfaite, l'avion va se retrouver né en l'air ou né en bas. Et vous risquez là aussi de vous mouiller les pieds. On l'a vu avancer au décollage sur le pont du navire, mais on avait affaire à ce qu'on appelle un décollage vertical roulant, à une vitesse insuffisante pour donner assez de portance aux ailes, mais suffisante pour empêcher les gaz des tuyères d'être de nouveau aspirés par les entrées d'air et de perdre de la poussée en raison du phénomène bien connu de réingestion de gaz chaud. Voici la version biplace du Yak 38. L'OTAN le baptise le Forger P. L'appareil construit en ajoutant un siège au Yak 38 standard. Le centre de gravité est conservé en rallongeant le fuselage à l'arrière des tuyères. Depuis que le Forger est entré en service, on a pu le voir opérer à partir de navires dotés de plateformes d'hélicoptères. Il effectue alors des missions d'escorte limitées loin du porte-avions. Le rôle de l'appareil est d'intercepter les patrouilles ennemies et les avions patrouilleurs de lutte anti-sous-marine qui s'approcheraient un peu trop de la flotte soviétique. L'avion peut aussi servir de relais de guidage pour les missiles anti-navires soviétiques. Le Forger est à peine supersonique. Il a été chronométré à Mach 1,05 et sa vitesse ascensionnelle est de 76 mètres secondes. Comparé au arrière, l'appareil russe est un petit peu plus rapide, mais son rayon d'action à pleine charge est beaucoup plus réduit et il a 3 fois plus de chances d'avoir une panne moteur. 3 moteurs, si l'un d'eux tombe en panne, vous perdez l'appareil. C'est la conséquence inévitable d'une telle configuration. Après tout, la raison d'être du multimoteur est la redondance qui procure une sécurité accrue. Un 747 peut voler sans problème avec seulement 3 moteurs sur 4. Il peut aussi voler, mais pas aussi tranquillement, sur 2 moteurs. Et dans certaines circonstances, on peut même poser un jumbo jet avec un seul moteur. Et c'est tout l'intérêt des multimoteurs. Mais si on ne peut pas survivre à la moindre panne moteur, ça ne sert à rien. Ça ne correspond pas à nos critères économiques opérationnels. Et pour finir de vous convaincre, on sait maintenant que l'avion est muni d'un système d'éjection automatique. Qu'il détecte un roulis ou une accélération du roulis, le pauvre russe dans le cockpit n'a pas le choix. Si l'appareil bascule du nez brutalement, comme ça se passerait si un des 3 moteurs était défectueux, il est éjecté de l'avion malgré lui.
Depuis la chute du mur de Berlin, les ingénieurs russes ont admis que le Yak-38 n'était qu'une étape vers l'élaboration d'un avion de combat Vestol plus efficace. L'appareil qu'ils évoquaient est le 141. Sa désignation OTAN est Freestyle. La conception de ce nouvel avion commence à la fin des années 70, avant la première croisière opérationnelle du Kiev. Le programme a été ralenti pour des raisons budgétaires, mais 2 prototypes ont toutefois vu le jour pour une série d'essais en vol. Au cours de l'hiver 1989, le premier est transporté au centre d'essais en vol de Zhukovsky pour des tests statiques. Dès le départ, le Freestyle est conçu pour être supersonique. Un puissant moteur mixte de propulsion et de sustentation soyeuse fournit une impressionnante poussée de 15 tonnes et demie. Bien que le Freestyle soit beaucoup plus puissant que son prédécesseur, il est conçu selon le même principe. Le défaut fondamental, et j'ai été surpris quand j'ai vu les premières photos et dessins de l'appareil, c'est qu'ils ont répété l'erreur colossale de la configuration trimoteur qu'on trouvait déjà sur le Forger. Ça montre à quel point l'habitude peut vous jouer des tours. Ils maîtrisent parfaitement cette configuration, ils en connaissent tous les défauts et les avantages, mais ils font à nouveau la même chose avec un moteur supersonique beaucoup plus puissant. Je ne doute pas que l'appareil évolue à Mach 1.5 ou même Mach 2, mais je ne vois pas comment il pourrait décoller ou atterrir en sustentation sans redondance en cas de panne. Malgré sa configuration à 3 moteurs, le nouvel avion russe est très prometteur. Dès qu'il s'élève dans le ciel, il bat toute une série de records mondiaux. Il pulvérise les records d'altitude de Harrier en grimpant à 12 000 mètres avec une charge de 2 tonnes. Il atteint Mach 1.8 et une vitesse ascensionnelle impressionnante de 249 mètres secondes. Mais la prouesse la plus impressionnante du 141 est sans conteste sa capacité à grimper à plus de 12 km en mode purement vertical. Pourtant, le Freestyle a quelques ennuis en 1991. Un des 2 prototypes s'écrase et ni le gouvernement ni le bureau d'études Yakovlev ne trouvent assez d'argent pour poursuivre le programme. Au cours de sa brève mais brillante carrière, le Yak-141 a fait sensation dans le monde de l'aviation. Le programme du Yak-141 annulé, le Forger reste le seul représentant des avions russes à décollage vertical. Le Harrier Jump Jet mis à part, le Yak-38 est le seul avion Vestol à faire une carrière opérationnelle militaire. Il a généré une flotte d'avions embarqués capables de frapper à longue distance et a brisé le monopole occidental des avions embarqués décollant à la verticale.